On poursuit maintenant avec la Côte d'Ivoire où les violences post-électorales gagnent du terrain après le scrutin du 31 octobre dernier, scrutin dont le président sortant Alassane Ouattara a été déclaré élu dès le premier tour avec un peu plus de 94% des suffrages. Scrutin également boycotté par les deux principaux candidats de l'opposition, Pascal Afine-Guessant du FPI et Henri Konan Bédié du PDCI. Eh bien, les violences post-électorales gagnent du terrain, surtout dans la partie sud du pays. Plusieurs localités connaissent des violences avec des morts enregistrés lundi et mardi, mais également ce mercredi, des violences sont signalées dans plusieurs localités. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé mardi, par exemple, avoir répertorié plus de 8000 réfugiés ivoiriens contre 3200 il y a une semaine qui fuient vers des pays voisins dans un contexte de tension politique en Côte d'Ivoire. Beau Soleil Obekou, il fallait un peu s'attendre à cette situation que connaît la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui, il fallait s'attendre à cette situation, d'autant plus que la situation qui a prévalu avant et pendant l'élection présidentielle, il fallait s'y attendre parce que, au fait, la candidature de Alassane Ouattara, du président sortant, a été contestée par l'opposition. Et l'opposition a boycotté les élections. Elle a même appelé au boycott actif. Ça veut dire qu'elle a appelé à ce que les gens empêchent même la tenue de cette élection. Et vous voyez ce qui s'est passé pendant la campagne où il y a eu de la violence sur toute l'étendue du territoire national ou dans les aux quatre coins de la Côte d'Ivoire, des morts ont été signalés. Et après, il y a eu cette proclamation des résultats qui ont donné pour gagnant le président sortant Alassane Ouattara, ce qui était prévisible. Et actuellement, ce qui se passe, les gens ont prédit cette violence-là après les élections, malgré l'appel au calme des uns et des autres, des Ivoiriens comme la communauté internationale. Mais les violences se poursuivent et c'est déplorable. C'est déplorable. Et moi, je le dis en politique, les responsables des partis politiques doivent éviter, lorsqu'il y a des élections, ils doivent quand même sensibiliser leurs militants, surtout à la non-violence. Et lorsque il y a des morts, après, pour des élections, ou bien pour une élection présidentielle, les gens perdent leur vie, et ce n'est pas bien, et c'est déplorable. Et moi, je tiens comme pour responsable toute la classe politique de la Côte d'Ivoire. Le président sortant, Alassane Ouattara, avait décidé de ne pas se présenter à cette élection. Et la situation par la suite a fait qu'il a été encore choisi par son parti pour se présenter à cette élection. Et l'opposition n'était pas d'accord, mais du moment où la Cour constitutionnelle, tout le monde, il y avait des disputes, des discussions et sur la validité de sa candidature. Mais du moment où la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire s'est prononcée et s'est prononcée sur la validité de la candidature du président sortant et a proclamé ceux qui étaient à même de pouvoir se présenter à cette élection, les dissensions et les disputes devaient quand même se calmer. Et l'opposition aussi devait choisir une autre stratégie pour aller battre peut-être Alassane Ouattara dans les urnes et épargner des vies humaines. Et l'opposition, là où je crois qu'il est pour beaucoup de choses dans cette violence-là qu'on observe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a appelé ouvertement la population ou ses militants à exercer cette violence-là, quoique c'est de manière indirecte, en disant, on pouvait dire boycotter ces élections, n'allez pas voter, pour prouver à l'opinion nationale et internationale que l'opposition avait la popularité, que Alassane Ouattara était minoritaire
dans le pays. Maintenant, ils ont appelé, ils ont excité même les opposants, ont excité la population à la violence pour empêcher, selon eux, cette élection. Mais il est vrai, l'élection n'a pas pu se dérouler dans certains endroits du pays. Mais dans la plupart des coins du pays, l'élection s'est déroulée et Alassane Ouattara a été proclamé vainqueur. Je crois que les leçons sont à tirer pour la stratégie, au niveau de la stratégie de l'opposition. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'actuellement, le président Alassane Ouattara a appelé au dialogue. Oui, on va venir à ça tout à l'heure. Le schéma qu'on a actuellement à N'Djamena, c'est des violences, il y a même des violences intercommunautaires, des affrontements avec les forces de l'ordre. On signale même la présence de miliciens, notamment ceux qu'on appelle les microbes, dans beaucoup d'endroits, beaucoup de morts. On n'a pas l'impression que ces violences reçoivent l'écho de ce qui a pu se passer en 2010-2011. Pourquoi cette sorte de blackout sur la situation actuelle? Bon, en réalité, moi, je pense que l'attitude un peu de l'opposition était un stimulus qui laissait présager réellement ce que nous constatons. Qui faisait qu'en réalité, rien n'étonne personne. Sauf que la situation telle que l'a voulu l'opposition ne s'est pas produite parce que les gens ont voulu forcément que le pays soit quand même à l'image de ce qu'on a connu en 2011, réellement attiré ou le mettre au centre des regards du Parlement, ce qui n'a pas été le cas. Mais moi je me dis aujourd'hui, lorsque nous prenons la situation en Côte d'Ivoire, n'est pas la même situation que nous connaissons dans les autres pays, en termes de pollution, etc. Ce sont les mêmes acteurs qui s'unissent, se désunissent, qui reviennent, etc. Donc je pense qu'au niveau des solutions même à trouver, il faudrait réellement que, comme le veut Alassane Ouattara, mais je doute très fort qu'il soit quand même l'indicateur à pouvoir réellement balayer cette classe politique de la scène nationale, voire internationale. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, il ne faut pas réellement... moi, je pense que ce sont des responsabilités assez partagées, dans la mesure où, et avant même, c'est vrai qu'il y a un passage en force qu'on essaie un peu de pouvoir faire à Alassane Ouattara, mais il faut aussi relativiser un peu ce passage en force dans la mesure où un peu vous avez une opposition qui exigeait au même moment beaucoup de choses à la fois. C'est vrai, on exigeait le cadre électoral, on exigeait d'autres choses, mais également on exigeait le fait que la candidature, l'inconstitutionnalité de la candidature d'Alassane Ouattara. Ça voudrait dire quelque part que si Alassane Ouattara concédait à ce qu'on puisse réellement voir le cadre électoral, revoir tous les autres aspects, ils reviendront en surenchère en disant forcément qu'il faudrait forcément que Alassane Ouattara ne se présente pas. En fait, c'est ce qui a conduit à ce qu'on puisse aujourd'hui dessiner la situation comme était donc un passant Yafon. Ce qui en réalité n'était pas le cas. Parce que si, et puis il y a aussi cet aspect, le fait que l'opposition, ou carrément l'opposition surtout, dans sa grande globalité, savait pertinemment que les élections devaient donc se tenir en telle date. Et ça, ce sont des références constitutionnelles qu'on ne pourrait pas au jour d'aujourd'hui, du jour au lendemain, pouvoir donc modifier. Et ça, je pense qu'Alassane Ouattara était donc en bon droit de pouvoir dire que les élections, qu'est-ce que nous allons faire, il faudrait quand même qu'on tienne compte du timing et pouvoir donc poser les vrais problèmes qu'on pourrait réellement résoudre avant les élections que de pouvoir aller de glissement de calendrier, de glissement en calendrier. Après, c'est le président qui va être donc illégitime du fait qu'il était donc hors délai. Et donc, j'estime aujourd'hui réellement que c'est une responsabilité partagée, comme je le dis, mais la responsabilité est aujourd'hui endossée au niveau de l'opposition qui veut réellement revoir un pays tout en tout. Et c'est ce qui a même révolté ou ce qui a rendu, qui a fait à ce qu'on ait donc cette peur-là qui a gangréné toute la population. Aujourd'hui, on constate toute la sous-région, même le Togo en a reçu avec les informations que nous avions aujourd'hui. Et ça, c'est pas bon pour l'image. La Côte d'Ivoire présente aujourd'hui une image assez contrastée de par le monde. Or, ce sont des situations qu'on pouvait en amont résoudre. Et s'il y avait cette bonne volonté de pouvoir donc faire tel fait que Alassane Ouattara même qui avait renoncé à cette candidature par le passé et estimait qu'aujourd'hui, au vu des acteurs en présence, il n'y avait pas d'acteurs. Ça aussi, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'on ne peut pas dire que voilà, nous avons un dauphin et partant de là, on ne peut pas réellement revoir dans ce dauphin-là d'autres cadres qui pourraient encore régenter en cas de défaillance de l'autre année. Ce que nous assistons, ça voudrait dire qu'il y avait un jeu assez nourri, assez mûri, qu'Alassane Ouattara entretenait, mais
quoi qu'on dise, c'est une responsabilité assez grave. La situation au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce qu'on aura raison de la comparer à 2010-2011 ou bien c'est assez mineur ce qui se passe? Non, du tout. Du tout. On voit l'ampleur des violences. On ne peut pas dire que... Moi, je crains même que ça va déboucher sur une guerre civile. À écouter les propos tenus par les uns et les autres, sauf si la dernière fois, Alassane Ouattara faisait de l'hypocrisie en disant qu'il appelle son aîné Ali Kouabili à un dialogue sincère. Il pouvait quand même faire économie de tout ça là. Alassane Ouattara a déjà 78 ans, voilà. Il avait renoncé en un premier temps à aller à cette élection. Pourquoi ne pas, malgré tous les appels, malgré... Vous avez écouté Mewe, le chanteur ivoirien. Vous avez écouté Alpha Blondy. Tout ce que des gens disaient, Alassane Ouattara pouvait les comprendre et faire économie de tout ce qui se passe aujourd'hui. Il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Maintenant, s'il prenait son repos, il revenait. Moi, je suis étonné que, mes frères accusaient l'opposition ivoirienne, alors qu'en réalité, c'est Alassane Ouattara qui a causé. Et lorsque, depuis, cette violence a commencé, il peut appeler à l'apaisement. Il ne pouvait pas attendre jusqu'à maintenant que les violences ont pris une grande dimension et faisaient cette hypocrisie-là. Mais vous vous rappelez, je pense peu avant l'élection, Alassane Ouattara avait demandé à rencontrer Henri Konan Bédié. C'est lui qui n'a pas été dit. Oui, Alassane Ouattara l'avait dit. Il le mettait dans des préalables. Ce n'était même pas évident. Parce que avoir tout ce qui se passait à ce moment-là, c'est pas évident. Alassane Ouattara pouvait quand même s'abstenir et aller à cette élection et que la Côte d'Ivoire serait tranquille aujourd'hui. Je crois tout ce qu'il avait fait, il est en train encore de le descendre. Tout ce qu'il avait fait pour la Côte d'Ivoire, encore en train de le perdre, c'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Moi, je crains fortement que tout ce qui se passe là va déboucher sur une guerre civile. Il faut voir les actions posées, vous écoutez les propos tenus, et vous allez voir que ces gars-là ont dans la tête aller à la guerre civile. Ils ne pensent pas à ceux qui sont en train de fuir là. Ça ne donne pas une bonne image pour l'Afrique. Ce n'est pas du tout bien, surtout pour l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique francophone, ça n'honore pas le pays. Alors, vous l'évoquez tantôt, cette main tendue d'Alassane Ouattara, surtout envers Henri Konan Bédié, il faut le rappeler, c'est pas toute l'opposition qui l'invite au dialogue. Il parle spécifiquement d'Henri Konan Bédié. Non, c'est toute l'opposition qui l'invite, selon moi, à travers Henri Konan Bédié. Vous savez que dans l'opposition... Il y a Pascal Afim-Guessan qui est aux arrêts actuellement. Henri Konan Bédié est le leader. Et au cours du processus électoral actuel, Henri Konan Bédié est reconnu comme tel par ses pairs. Ils l'ont même avec leur histoire de Conseil national de transition. C'est qu'on a pris pour le président. Le président de ce conseil-là. Donc, appeler Henri Konan Bédié à un dialogue, c'est toute l'opposition que Alassane Ouattara appelle. Donc, ça veut dire que lorsque il s'entend avec Henri Konan Bédié, c'est avec toute l'opposition qui s'entend. Donc, oui, mais pendant que Pascal Afim-Guessan est aux arrêts, plusieurs autres leaders sont aux arrêts. Il fallait s'y attendre parce que moi, je l'ai dit, on était ici le 2 novembre passé, lorsque la question nous avait été posée sur la stratégie de l'opposition après l'élection, l'opposition qui appelait, qui voulait former un gouvernement parallèle. Je l'ai dit ici que si l'opposition agissait de telle sorte, il pouvait tomber sous le coup de la loi. Je l'ai dit ici. Et effectivement, lorsque il y a des institutions en place dans un pays et des institutions qui ont été mises en place de manière démocratique, un président de la République qui a été élu, même s'il y a des problèmes au niveau politique, lié à l'élection présidentielle, on ne peut pas se lever. Ce n'est pas responsable de se lever et de proclamer un Conseil national de transition et pour peut-être causer de tort aux institutions en place. Et dans ce cas, on tombe sous le coup de la loi et force à la loi et la loi doit être appliquée. Je crois que ce n'est pas un truc
Pascal Affi-N'Guessa et ses amis ne se sont pas cachés pour proclamer leur Conseil national de transition. Ils l'ont fait ouvertement. Et ils l'ont fait ouvertement. Et ça veut dire que la Côte d'Ivoire a des lois et ces lois-là ne permettent pas qu'on pose de tels actes. Et ils l'ont posé, ils le savent très bien. Et ils sont sous le coup de la loi. L'arrestation de Pascal Affi-N'Guessa est légale. Et il a posé des actes qui sont répréhensibles. C'est pour cela qu'on l'a appréhendé. Donc, quant au patriarche, entre guillemets, Henri Konan Bédié, mon frère Sossou le disait tout à l'heure que Alassane Ouattara est âgé. Mais ce qu'on oublie, c'est que Henri Konan Bédié, qui est aussi candidat de l'opposition, est plus âgé que Alassane Ouattara. Oui. Donc ici, il ne s'agit pas de dire si tel ou tel est âgé. Même Henri Konan Bédié a déjà dirigé la Côte d'Ivoire. Donc ce qui se passe actuellement, c'est la responsabilité de la classe politique. Comment est-ce que la classe politique dirige ce pays, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition. Et moi, je le dis, quel que soit ce qui se passe, personne ne peut quand même être dédouané de la violence des morts qu'on observe actuellement en Côte d'Ivoire. Il faut faire la politique. Il n'y a pas de problème. Quand on fait la politique et qu'on sait que dans certains actes qu'on pose, on peut avoir des pertes de vies humaines. Moi, je crois qu'il faut quand même réfléchir plusieurs fois avant d'avancer sur ce terrain. Oui, moi cette élection a été une élection très contestée. Très contestée. Malgré tout cela, on a proclamé Alassane Ouattara plus de 94%. Mais ça pose problème. Ça pose véritablement problème. Et maintenant, Alassane Ouattara est là. Il a vu tout ce qui se passe. Il sait que ça va déboucher forcément sur la violence. Il pouvait déjà, en amont, appeler à ce dialogue-là. C'est vrai, Henri Konan Bédié seul ne peut pas faire la place des autres. Forcément, il ne devait pas quand même poursuivre des autres, les arrêter et les propres tenus. Je l'ai écouté, il disait que n'importe où ces gars vont se cacher, il va les arrêter tous. Ce n'est pas des propos apaisants. Avec cela suppose qu'il compte sur l'armée, il compte sur les institutions qui ne sont pas fortes, il compte peut-être sur les zones fortes des constitutions. C'est pour ça qu'il fait ça. Et puis, forcément, cela va déboucher sur la violence. Alassane Ouattara pouvait quand même faire un effort. Lorsqu'il a déclaré ne pas aller à ces élections. Il ne devait pas dire que si tu vas aller aux élections, moi si tu veux aller, à quoi ça va aboutir? C'est lui-même qui se dit qu'il est âgé, il va se reposer. Qui se repose? S'il se repose, je ne pense pas que le problème va se poser. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que ça honore son pays avec les pertes en vie humaine, tout ce qui fuit là, tout ce qui se sont des blessés, etc., avec des élections très contestées, on l'a proclamé à plus de 94%. Vous ne voyez pas qu'il y a des problèmes? Ce n'est pas sérieux du tout. Ce n'est pas du tout sérieux. Même si à un moment donné, l'opposition a sa responsabilité dedans, moi je crois que Alassane Ouattara est le problème. Le vrai problème aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas tiré la leçon sur 2010-2011 et c'est malheureux pour le pays. Ce dialogue, c'est vrai que je pense que j'écoutais encore un des responsables du PDC aujourd'hui qui disait que le principe d'une rencontre bilatérale entre Ouattara et Henri Konan Bédié est acquis et que c'est au cours de la rencontre qui pourrait se tenir aujourd'hui ou demain qu'ils vont discuter des sujets éventuellement d'un prochain dialogue. On est sur la bonne voie? Non, ça m'étonnerait parce que vous savez, lorsqu'on présente la chose ainsi et surtout au manière d'un cas du RHDP, ça étonne parce que je pense qu'il y a... C'est du PDCI. C'est du PDCI. Okay. Bon, et je pense qu'on ne peut pas, de toutes les façons, je pense que les deux aspects sont quand même à prendre au sérieux parce que quelque part, il faudrait forcément qu'il y ait donc dialogue pour que Henri Konan Bédié puisse poser le problème de la libération carrément de Affi-N'Guessa. Parce qu'il y a eu pas d'arrestation, etc.
Mais l'autre aspect, je pense, qui crée beaucoup plus de crispation, de frustration, surtout, c'est cette désobéissance civile-là qui a conduit quand même à pouvoir donc créer ce conseil de transition. Parce que bon, je pense que quelque part on était dans un environnement électoral qui ne permettait pas forcément qu'on puisse donc pouvoir s'initier un peu dans les stratégies d'organisation de chacun. Puisque j'estimais que c'était des stratégies d'organisation pour empêcher les élections. Et Alassane Ouattara, étant donc quelque part aussi candidat, ne pouvait pas aujourd'hui s'interposer à pouvoir donc arrêter un peu l'hémorragie. Parce qu'on savait, en fait, c'est le bouchon qui est poussé plus haut de cette contestation liée donc à cette désobéissance civile qui a conduit donc à la création de ce conseil-là pour un peu illégitimer l'élection d'Alassane Ouattara. Mais ce même vous n'accusez pas l'opposition de chercher à résister. Elle ne pouvait pas se laisser faire non plus. Non, elle ne pouvait pas se laisser faire, je suis d'accord quelque part, parce que l'environnement même s'y prêtait, et on est d'accord, mais quand même, moi je pense qu'il y avait quand même d'autres artifices qu'on pouvait explorer pour permettre à ce qu'on puisse amener Alassane Ouattara à avoir raison. C'est là où je dis quelque part aujourd'hui, il ne faut pas seulement braquer l'attention sur seulement les acteurs politiques au niveau de la Côte d'Ivoire, mais la CEDEAO également, sa responsabilité également dans ce jeu-là. Puisque la CEDEAO, c'est vrai qu'il a eu à faire des démarches anticipatives. Parce que lorsqu'on parle d'anticipation, je pense que l'anticipation voudrait dire qu'on puisse trouver des solutions. Ils ont parlé d'une diplomatie préventive. Mais quand on voit le résultat, ça n'a servi à rien. Voilà, donc ça voudrait dire quelque part que la CEDEAO, aujourd'hui, je pense qu'il a une lourde responsabilité au niveau de cette situation, au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que les acteurs politiques, entre-temps, il y avait eu carrément blocage. Et lorsqu'il y a blocage, il faudrait forcément qu'il y ait un autre acteur. Et la plupart étant dans nos pays francophones, c'est la CEDEAO qui intervient comme le troisième larron qui puisse donc départir les gens. Mais on a constaté que la CEDEAO était venue seulement redonner encore du cutis à Alassane Ouattara, ce qui ne nous donne pas plus aujourd'hui. Il a même qualifié ces élections de crédibles, etc. Donc je pense que la grande responsabilité est portée par la CEDEAO qui devait réellement revoir sa stratégie de pouvoir donc s'interposer au niveau d'un certain nombre de crises. Sinon, ça risque réellement d'embraser carrément tous les pays. Heureusement qu'on sait. Voilà pourquoi, à l'entame de jeu, j'ai salué le cas burkinabé qui aujourd'hui, les acteurs sont entendus premièrement pour ne pas en rajouter à la crise qu'ils connaissent déjà. Et ça, c'est bien une bonne chose. Alors, il y a la France qui a réagi à l'offre au pas de dialogue entre les deux acteurs en parlant de pas dans la bonne direction. Mais la France a également dit qu'il n'est pas question pour Alassane Ouattara de penser gouverner seul. Donc on comprend que ce troisième mandat, il est passé, les félicitations fusent. Est-ce que l'ouverture d'Alassane Ouattara aux autres, les inclus dans la gouvernance, serait aussi la solution pour amener la paix? Et ça dépend de l'issue du dialogue. Le dialogue auquel Alassane Ouattara appelle actuellement, s'il a lieu, c'est ça qui va nous déterminer par rapport à la gouvernance même de ce troisième mandat. Et quoi qu'on le dise, l'élection a eu lieu. Et c'est d'ailleurs la stratégie de l'opposition d'avance, c'est d'empêcher cette élection. Et ils ont préparé ça pour qu'il y ait de la violence partout dans le pays, pour que l'élection n'ait pas lieu. Mais nous constatons, nous tous, actuellement, que l'élection a eu lieu. Et si l'élection a eu lieu, les candidats, les gros morceaux n'étant pas à cette élection, je veux parler d'Henri Konan Bédié et de Pascal Affi-N'Guessan, on n'est pas étonné qu'Alassane Ouattara ait un résultat de 94%. Ça, c'était prévisible. Si Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan étaient à cette élection, peut-être qu'il pouvait gagner Alassane Ouattara, ou bien si Alassane Ouattara allait même gagner, il ne pouvait pas gagner avec ce score. Donc, ce score de 94%, ça dépend du fait que les deux gros morceaux de l'opposition, candidats de l'opposition, n'étaient pas dans cette élection. Ils avaient boycotté cette élection. Donc, au-delà, il faut savoir s'arrêter, se poser des questions par rapport à l'avenir du pays. Donc c'est pour cela que moi j'apprécie la main tendue de Alassane Ouattara et à l'opposition en général. Je crois que à travers Henri Konan Bédié, c'est à toute l'opposition qu'il tend la main pour pouvoir diriger ce pays de concert avec les autres, parce que, quoi qu'on le dise, il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes, et les responsabilités sont partagées, comme l'ont reconnu tous mes frères ici présents,
que ce soit au niveau de l'opposition qu'au niveau du pouvoir. La violence actuelle, la situation actuelle de la Côte d'Ivoire incombe à tout un chacun. Donc, il faut, et ceci dit, il faut maintenant, pour apaiser tout le monde, penser à gérer le pays ensemble. Et quoi qu'on le dise, Alassane Ouattara est au pouvoir, et l'opposition aussi aspire à ce pouvoir. Il y a des difficultés. Moi, je crois que un gouvernement, peut-être un gouvernement d'union nationale, serait peut-être le bienvenu. Et comme c'est la formule d'habitude lorsqu'il y a des crises comme celle de la Côte d'Ivoire actuellement, mais il est hors de question que l'opposition, je crois que l'opposition même a mis de l'eau dans son vin par rapport à la situation qui se présente devant elle, parce que j'en ai pour preuve la déclaration du cadre du PDCI. Avant ça, il était dans une position plus tranchée que ça, mais aujourd'hui j'étais quand même satisfait lorsque je l'ai entendu parler en disant que même ce dialogue peut avoir lieu demain ou bon dans le plus vite possible, quoi. Moi je refuse toujours cette manière de faire les choses. On fait le forcing, on prépare la constitution, on fait le forcing, après on dit on tend la main, venez on va gouverner ensemble. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas du tout sérieux, mais faisons les choses et dans de bonnes conditions, dans les normes. Il y a la constitution, respectons-la, ne la tripatouillons pas. Mais ils ont respecté la constitution, la Cour constitutionnelle a été claire. Non, pas du tout. Pas du tout. On dit que selon pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, cette manière de faire les choses-là, c'est pas bien. On fait tout. On tue des gens après, on appelle, venez, on va gouverner ensemble. Pourquoi cette manière de faire? C'est pas sérieux là. Et donc, moi je dis, ce que la France est en train de faire là, ce n'est pas honorable pour l'Afrique. Il faudrait qu'à un moment donné, on s'arrête, on réfléchit, on dit non. La CEDEAO est là, l'Union africaine est là, l'ONU est là. Eux tous, ils n'ont rien dit. Maintenant, ils savent qu'il doit y avoir la violence. Aujourd'hui, il y a la violence, ils appellent à l'apaisement. Pourquoi toujours nous tromper de cette manière? Je suis en partie d'accord avec Soussou en disant que la plupart du temps, malheureusement, c'est l'ultime voie pour un peu rapprocher les positions divergentes, malheureusement. Puis on l'a vu également en Guinée, au moment où les soldats tuaient les gens. Alpha Condé n'a rien dit. À partir du moment où il sait que la victoire lui est acquise, il fait une sortie rocambolesque pour dire que voilà, il faudrait quand même qu'ils sont derrière, il faudrait qu'ils fassent les choses dans l'ordre, etc. Je pense que ce discours-là pouvait être tenu avant même l'organisation des élections. Lorsque vous liez un peu les deux, c'est la même chose qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. On savait que tous ces dérapages-là étaient un peu prévisibles. On a laissé faire et après avoir acquis la victoire, on revient pour dire que voilà, on tend la main. Et ça, on sent directement que ce n'est pas une main sincère. Réellement, lorsqu'on sent une main que la main sincère, et on pouvait le faire avant les élections. Merci. Partons pour la pause et on revient après le journal.